C'est, selon l'Organisation mondiale de la santé, une des 10 pathologies les plus invalidantes associées à un taux important de suicide. En France, on estime qu'entre 650 000 personnes et 1,6 million souffrent de troubles bipolaires. Estimation probablement sous-évaluée selon les médecins et les experts. Une maladie grave que l'on confond souvent avec la dépression, d'où un retard au diagnostic très préjudiciable pour les malades. Il faut en effet 8 ans en moyenne pour poser des mots sur la maladie, mais souvent beaucoup plus. Or aujourd'hui, l'espoir est là. Il s'agit d'un test sanguin capable, pour la première fois, et c'est une révolution dans le monde de la psychiatrie de déterminer biologiquement si un patient souffre de troubles bipolaires ou de dépression. Ce test a été conçu par la société Alcediag, qui l'a développé, testé et validé cliniquement. Il est aujourd'hui proposé par Synlab en France et en Italie. Synlab qui assure les prélèvements, les analyses et la remise du rapport de diagnostic aux médecins. MyEdit-B, c'est le nom de ce test, sera mis à la disposition des patients en France début avril, au lendemain de la Journée mondiale des troubles bipolaires. Avec nous aujourd'hui, le professeur Chantal Henry, psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et directrice scientifique de la Fondation Denis Kerr. Le docteur Jean-Philippe Lang, psychiatre et addictologue. Le docteur Florian Scherer, biologiste et directeur médical du réseau Synlab France. Alexandra Prieux, présidente d'Alcediag, qui pilote la société et la commercialisation de ce test sanguin. Et Michel Lac, patient atteint de troubles bipolaires. On va commencer, professeur Chantal Henry, par un état des lieux très rapide. Quand on parle de troubles bipolaires, qu'entend-on exactement par ça ? Alors, les troubles bipolaires, c'est un trouble de l'humeur où les patients vont avoir des phases dépressives sévères la plupart du temps et des phases d'exaltation maniaque. Alors, soit des phases d'exaltation maniaque importantes, relativement sévères, qui vont conduire à une hospitalisation, soit des phases un petit peu plus modérées qui passent malheureusement souvent inaperçues et qui entraînent des difficultés à faire ce diagnostic. Et quand vous dites modéré, modéré, ça couvre quoi ? C'est les mêmes symptômes en fait, mais les symptômes, il y a une réduction du temps de sommeil, mais qui va être plus modérée que dans des phases maniaques où les gens peuvent ne pas dormir du tout pendant plusieurs jours, par exemple. L'agitation est moindre, il y a une accélération des processus cognitifs, mais sans que la pensée parte dans tous les sens. Et dans les manies, on peut aussi avoir des éléments délirants. Et bien évidemment, en dehors de ces phases, il y a des phases dites intercritiques qui peuvent être plus ou moins longues en fait. Donc des sujets peuvent décompenser tous les 3 ans et d'autres vont faire 4 épisodes par an. Donc c'est très variable. On a une hétérogénéité extrêmement importante de ces troubles. Oui, ce sont des formes très différentes selon les personnes, c'est ça ? Bien sûr, oui. Le profil des malades touchés, quel est-il ? Alors, surtout, c'est que cette pathologie va débuter chez l'adulte jeune ou à l'adolescence. Donc, très souvent, on va avoir des adultes jeunes qui viennent nous voir. Malheureusement, le diagnostic est souvent un petit peu retardé. Et c'est, quelles que soient les cultures, quel que soit le milieu socio-économique, on a des troubles bipolaires, en fait, dans quels que soient les milieux, quelle que soit la culture. Et ça représente, en gros, 2% de la population. Donc, c'est énorme. C'est une pathologie très fréquente. Hommes, femmes à égalité ou pas ? Alors, pour les troubles bipolaires de type 1, c'est-à-dire le trouble le plus sévère pour les phases d'exaltation, en fait, c'est la même chose. Le sexe ratio est de 1, donc l'équivalent, la fréquence est équivalente pour les hommes et pour les femmes. Et en ce qui concerne le trouble bipolaire de type 2, c'est-à-dire des phases dépressives, mais des phases d'hypomanie, donc ces phases d'exaltation un petit peu moins sévères, c'est les femmes qui sont un petit peu plus touchées. Michel Lac, vous êtes vous-même atteint de troubles bipolaires. Merci de témoigner aujourd'hui. Racontez-nous quand sont apparus les premiers symptômes et comment cela s'est manifesté pour vous. Mes premiers symptômes, c'était à l'âge de 42 ans, donc en 2008. Au départ, c'était un espèce de mal-être, on n'arrive pas à définir ce que c'est.
Et puis, l'entrée dans la dépression, de plus en plus sévère. Beaucoup de souffrance. Ça, les premiers signes, c'était comme ça. J'ai pas eu de phase hypomane avant 2014, donc 6 ans après. C'était assez discret chez vous? Les phases hypomanes, c'est quelque chose d'assez discret, et plutôt discret chez moi. Donc Comment c'était? Comment vous vous comportiez? On a un peu de l'exaltation, on parle énormément, perte de sommeil quand même assez importante. Oui, voilà, on a tendance à raconter des blagues, voilà, des choses comme ça, mais c'est quand même très discret, ce qui pose un problème au niveau du diagnostic aussi. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous faites lorsque vous éprouvez ces symptômes-là? Quand on est en dépression, on souffre énormément. C'est difficile à l'expliquer à quelqu'un que la difficulté de vivre et cette souffrance extrême. Et puis, il y a des moments où finalement on va mieux, mais on anticipe déjà la suite. Et puis dans les phases maniaques, voilà, en fait, c'est bien, on est bien, puisqu'on a l'impression d'être un peu le roi du monde, entre guillemets, mais le problème, c'est qu'on sait aussi que ça va pas durer très longtemps et qu'on va repartir dans l'autre sens. Moi, en fait, j'ai souffert d'une bipolarité à cycle rapide, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs épisodes par an et que on monte et on descend assez rapidement. Voilà. Et vous consultez à cette époque-là? J'ai d'abord été voir un ami qui est généraliste, qui m'a mis sous antidépresseur, parce qu'il pensait, comme moi d'ailleurs, que j'étais dépressif. Ensuite, j'ai été voir plusieurs psychiatres, et c'est pareil, le diagnostic a mis 8 ans à apparaître, enfin à être fait en fait. Donc en effet, en 2016, c'est un psychiatre qui établit enfin ce diagnostic. Donc 8 ans, vous l'avez dit, après les premiers symptômes. Pourquoi ça a été si long? Ça a été si long parce que justement, je n'ai pas eu de phase maniaque très affirmée. Donc en fait, ça passait plus ou moins inaperçu. Donc c'était pris pour une dépression. Et donc les traitements n'étaient pas adaptés. Mais voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu aussi le changement de praticien parce que comme on ne trouvait pas ce que j'avais, du coup j'ai changé de psychiatre. Parce que, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais ce qui est clair, c'est la difficulté de mettre un mot sur cette maladie, enfin, sur mon trouble à moi. Et pendant ces 8 ans, vous avez en effet extrêmement souffert, vous le dites. Quelles ont été pour vous les conséquences de ce diagnostic assez tardif? Mais il faut l'avouer, vous êtes dans la moyenne, puisqu'on a dit que c'était en effet 8 ans, la moyenne pour mettre des mots sur la maladie. Quelles ont été les conséquences pour vous, Michel, de ce diagnostic tardif, d'abord sur votre vie personnelle? Justement, cette difficulté à vivre, sur le regard des autres aussi, parce qu'en fait, déjà, on ne sait pas ce qu'on a, donc en fait, on n'arrive pas à s'expliquer son trouble, donc l'expliquer aux autres, et donc c'est compliqué. Un retentissement familial énorme, parce qu'en fait, les autres souffrent, ont peur. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants, c'est pareil, donc ils voient leur père qui n'est plus le même, qui ne peut pas vraiment s'occuper d'eux, qui est triste, donc ils sont tristes aussi. La prise en charge du quotidien, c'était plus moi qui le faisais. Professionnel aussi, j'étais dentiste, ça a eu un retentissement important sur mon activité, j'avais une perte de confiance énorme. Les traitements étaient beaucoup plus longs parce qu'en fait j'étais très mal, donc j'arrivais plus à suivre. Dans les phases hypomanes, j'étais complètement exalté, donc en fait je parlais 20 minutes sur une consultation d'une demi-heure, donc ça avançait pas non plus. Non, vos patients ne devaient pas être non, voilà. Et puis heureux. Et le regard des patients aussi. Quand vous avez quelqu'un qui a l'habitude d'être plutôt sympa, entre guillemets, disons plutôt détendu, quelqu'un qui vous fait, je veux dire, aller chez le dentiste, c'est pas drôle, mais en plus, quand votre dentiste fait la tête, c'est pas terrible non plus. Et puis tout ça, ça a entraîné une perte d'activité énorme, du chiffre d'affaires, etc. Et puis finalement, la vente du cabinet, parce que ça n'allait pas. Vous avez dû abandonner votre métier. Oui, c'est ça. Et vous parliez aussi du regard, non seulement des patients, mais des gens dans la vie. Quel était-il sur vous? En fait, ça peut être plusieurs choses. Il y a quand même la bienveillance, c'est quelqu'un qui va mal, mais aussi l'interrogation,
Et puis, on a quand même l'impression que des fois, les gens pensent que vous en faites un peu trop ou pas assez. C'est compliqué. Donc, on l'entend, beaucoup de souffrance, en effet. Professeur Chantal Henry, 7 à 10 ans d'attente en moyenne. Alors, parfois, c'est beaucoup plus. Hein. Il y a des patients qui, oui, malheureusement, attendent 10, 15 ans, 20 ans. Ça peut être bien plus, effectivement. Et comme vous venez de le dire, ce n'est pas sans conséquence, effectivement, pour la personne qui souffre, pour l'entourage. C'est très long. C'est extrêmement long, effectivement. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une pathologie qui tue. 15% des patients non traités vont décéder par suicide. Donc, pendant ce laps de temps, c'est une période à haut risque où les gens font souvent une première ou une deuxième tentative de suicide. Et ensuite, il va y avoir des comorbidités aussi qui peuvent s'ajouter, des signes, des pathologies associées. C'est-à-dire quand on ne va pas bien, on peut aller chercher un recours dans l'alcool, dans les toxiques, en fait. Donc, se surajoute une pathologie. Des troubles anxieux peuvent se développer. L'estime de soi est évidemment totalement effondrée. Et puis, comme vous l'expliquez très bien, hein, c'est les pertes successives, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, affectif, effectivement, puisque soit quand on est hospitalisé ou quand on est mal comme ça pendant des semaines et des semaines, avec l'incapacité pour l'entourage, les gens qui vous aiment, de répondre, de savoir répondre en fait pour vous soulager. Et donc c'est bien sûr extrêmement délétère. Il y a des études justement, des enquêtes sur le ressenti de la souffrance de ces malades, où on sait que vraiment, cette maladie a un énorme impact et sur leur vie personnelle et sur leur vie professionnelle. Bien sûr. Alors, il y a des études, en fait, on peut étudier de manière très objective, en fait, les gens qui touchent une pension, les gens qui sont en arrêt maladie, le nombre d'hospitalisations, on objective tout ça. Mais ce que je trouve très important, en fait, c'est que les patients prennent la parole parce que puissent exprimer leur souffrance et puis en disant, voilà, mais finalement, quand je suis traitée, quand je vais bien, les choses peuvent être beaucoup plus simples. Et donc, ce qui est crucial, c'est de réduire ce temps où on ne sait pas ce dont on souffre, en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Michel, vous l'avez pris, la parole, auprès de vos proches, quand vous étiez dans cette souffrance. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été compris ou d'être resté seul avec votre souffrance? Je suis resté quand même relativement seul. C'est sûr que les proches sont là, mais en fait, quand on est vraiment très, très mal, en dépression... On est dans sa mauvaise bulle. Hein. Moi, j'étais en position fœtale, c'est tout ce que je faisais. Hein. Enfin, c'est tout ce que je faisais. En fait, j'ai jamais arrêté de travailler, mais quand j'étais pas au travail, c'était ça. Il n'y avait plus personne. Je pense qu'on ne peut que souvent les patients prennent la parole quand ils vont bien, quand ils vont mieux pour pouvoir dire à des plus jeunes, attention, il faut prendre le traitement, c'est important de suivre un traitement régulièrement, etc. Quand on va mal, on a, je pense, beaucoup de mal à prendre la parole. On parle de cette errance diagnostique, professeur. À quelles difficultés vous êtes confronté, vous, psychiatre, pour établir ce diagnostic? Alors, très souvent, les patients viennent nous voir quand ils sont en phase déprimée, quand ils sont en phase dépressive. Et comme vous le dites, quand on est hypomane, on se sent bien, on pense plus vite, on dort moins, on a plein d'énergie. Et souvent, on perçoit ces phases d'hypomanie comme une compensation en fait, de ces phases dépressives, en se disant « oui, c'est normal, j'ai passé plusieurs mois la tête sous l'eau, je n'arrivais à rien faire. Et là, finalement, c'est normal que je fasse beaucoup plus de choses. » Il y a une hyperactivité qui paraît finalement très explicable par ces phénomènes, par ces phases de dépression. Donc, les patients viennent chercher des soins quand ils sont déprimés. En général, ont beaucoup de mal à repérer ces phases d'hypomanie comme étant pathologiques. Et donc, des patients vont débuter leur pathologie par des récurrences dépressives. C'est-à-dire qu'il va y avoir 1, 2, 3 dépressions avant qu'il y ait des phases d'exaltation vraiment bien repérées. Donc, il va falloir chercher des indices de bipolarité. Et ça, c'est souvent affaire de spécialistes, en fait. Et ça, c'est long? Alors, ça dépend un peu de l'habitude, mais le premier recours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient qui présente une dépression va aller d'abord chez son médecin généraliste. 80% des antidépresseurs sont prescrits par les médecins généralistes. Et donc, ils auront peut-être un petit peu plus de mal à détecter ces indices de bipolarité qu'un spécialiste va traquer finalement
Il s'appuiera aussi sur l'entourage, bien évidemment, pour trouver des symptômes qui semblent que le patient ne va pas rapporter spontanément, en fait. Docteur Jean-Philippe Lang, c'est ça que vous constatez lors de vos consultations avec les patients? Ah oui, exactement, et je pense que Chantal a complètement raison de la manière de présenter les choses. On peut peut-être rajouter qu'il peut arriver d'avoir des troubles bipolaires sans épisode d'hypomaniaque et sans épisode maniaque, ce qui rend les choses effectivement plus compliquées. On sait aussi que le temps de souffrance, plus il est conséquent, plus le risque de rechute, de récidive et d'impact sur une vie quotidienne est absolument importante, et sur les proches également. Et la grande difficulté pour nous, quand on est thérapeute et qu'on rencontre des gens en état dépressif, il y a le premier fantôme de la bipolarité et le deuxième de est-ce que si je mets un traitement antidépresseur, je vais avoir un virage maniaque, qui sont deux facteurs pronostiques absolument essentiels dans la gravité d'une pathologie. Et c'est là où effectivement l'existence d'un test à un moment donné qui nous fasse gagner du temps et qui optimise notre engagement et l'alliance peut être effectivement primordiale. Michel, vous avez eu ces traitements antidépresseurs pendant pas mal de temps. Oui, pendant 8 ans quasiment. Oui. Ouais, pendant 8 Donc, ans. avec un état qui ne s'améliorait pas. Ouais. Et même, tout à fait, ça ne s'améliorait pas du tout. Peut-être que ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que les antidépresseurs ne sont pas le traitement au long cours pour un trouble bipolaire. Il faut mettre un thymorégulateur, et que les dépressions des patients bipolaires ne répondent pas très bien aux antidépresseurs ou répondent de manière spectaculaire. C'est ce que disait Jean-Philippe, c'est-à-dire avec un virage de l'humeur. Ce n'est pas le but non plus de sortir hypomane, voire parfois aggrave la dépression. Donc la difficulté, bien sûr, ce n'est pas juste pour la beauté de faire le diagnostic, c'est parce que derrière, il y a une prise en charge très différente. Il peut y avoir une aggravation, oui. Ce que dit Chantal est vrai. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune étudiant et interne, on me disait « mets un antidépresseur, s'il vire maniaque, tu auras ton diagnostic ». Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut absolument éviter en termes de traitement et de pronostic. Et c'est là où on voit qu'effectivement, il y a ce fantôme qui est là, qui doit être, et qui fait qu'on perd sans doute du temps par l'hésitation, par l'affirmation, puisqu'on doit se baser sur des indices et sur une expérience de vie. Et je pense qu'il y a une perte de chance énorme dans cette démarche-là. Oui. Il ne faut pas qu'on délivre un message qui est faux, en fait, c'est de dire que chez les patients bipolaires, on ne peut pas mettre un antidépresseur. Mais il doit y avoir un régulateur de l'humeur. Voilà, pas qu'il y ait de confusion. Parce que... Alors, l'espoir, on en parle bien sûr avec vous aujourd'hui, c'est ce test sanguin qui va aider le psychiatre à poser un diagnostic sûr et solide en quelques semaines. On va voir ça tout de suite. Alexandra Prieux, c'est votre équipe qui a piloté chez Alcediag le développement de MyEdit B, puisque c'est le nom de ce test. Alors derrière ce test, il y a quand même plus de 10 ans de recherche. Oui, tout à fait. Alors, il y a 10 ans de recherche, plus de ça même. Et puis, il y a surtout une équipe. Je pense que tout ça a commencé par c'est parti comment? Ça a commencé par une vision. Par une vision qu'a eue aujourd'hui notre directrice scientifique, Dina Weissman, et qui a compris très tôt, en fait, comment travailler sur l'ARN et travailler sur l'édition d'ARN pouvait avoir, en fait, un impact en clinique sur les patients et sur leur prise en charge, donc les aider. Le développement du test, si on veut vraiment simplifier, en fait, il y a eu 2 phases. La première phase, ça a été de la recherche peut-être un peu plus fondamentale, donc sur l'édition d'ARN, sur les neurosciences, pour vraiment comprendre, avoir une base solide de connaissances. Ça a pris plusieurs années. Et après cette phase-là, où on avait justement cette base solide, eh bien, on est allé voir des médecins, des psychiatres, on est allé voir des patients, et on leur a demandé, maintenant qu'on a ça, d'après vous, quelle est la première chose qu'il faut qu'on fasse? Parce qu'on est en psychiatrie, donc il y a tellement de besoins qu'on peut adresser, mais en gros, par quoi faut-il commencer? Et je pense qu'il y a eu un énorme consensus sur le fait que différencier la dépression du trouble bipolaire, c'était vraiment un besoin immense. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure avec plusieurs études cliniques pour pouvoir aujourd'hui arriver à ce test qui est donc marqué CE, validé cliniquement, et qui est le premier test au monde. Alors, qu'est-ce que vous mettez en évidence ? Expliquez-nous, comment ce test fonctionne-t-il? Alors, comment il fonctionne? On part toujours
nous, de cette idée de base que le cerveau est un organe comme un autre. Et par exemple, quand vous avez un cœur, un rein, un foie qui est malade, bien souvent, on trouve dans le sang des marqueurs de cette pathologie. Et finalement, pour le cerveau, quand on y pense, c'est pareil. Alors oui, c'est vrai, le cerveau, c'est plus complexe, c'est le siège de nos émotions, de notre personnalité, mais finalement, quand il est malade, il émet des signaux, et tout notre travail chez LCDiag, ça a été de chercher les bons signaux pour pouvoir les analyser. Et nos signaux, c'est donc 8 séquences d'ARN qui, en fait, sont légèrement altérées dans certains cas pathologiques, et pas de la même façon quand on est atteint d'une dépression et qu'on est atteint d'un trouble bipolaire. Donc, ce qu'on a fait, on a découvert ces biomarqueurs, on les a validés, et aussi on a validé l'algorithme qui permet de faire cette différenciation. Ça paraît comme ça, comme vous dites, assez simple, mais c'est assez compliqué. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'en effet, il a fallu 10 années. Mais écoutez, si on arrive à l'exprimer de façon simple, je pense que c'est important. Ça permet aussi de mettre des mots sur une pathologie et de dire, je pense que c'est important, qu'il n'y a pas à avoir de culpabilité. C'est une maladie. Voilà. Donc, c'est une maladie, et on le voit dans nos analyses. Alors, docteur Florian Scherer, quel va être très concrètement le parcours du patient qui va effectuer ce test? D'abord, qui prescrit? Alors, la première étape, elle sera chez le médecin psychiatre, qui le prescrira, qui l'expliquera au patient, qui lui expliquera les indications, les limites, qui recueillera évidemment son consentement aussi, après lui avoir expliqué à quoi servira ce test. C'est la première étape. Ce test sera réalisé sur prescription médicale d'un psychiatre. Un généraliste ne peut pas le prescrire? Non. Pour démarrer, en tout cas, ce sera le médecin psychiatre, puisque c'est effectivement sur ces cas particuliers qu'on a évoqués depuis le début, le diagnostic différentiel entre le trouble bipolaire et l'état dépressif. Alors, le patient a son ordonnance en main pour ce test. C'est une prise de sang normale? Ça se passe comment? C'est une prise de sang normale, comme pour n'importe quel bilan sanguin qu'on peut réaliser, sauf que c'est une indication bien spécifique. Mais l'acte de prélèvement, c'est un acte commun que de nombreux patients réalisent pour d'autres indications au quotidien. À jeun ou pas, comme une glycémie ou pas? Non, ou c'est plus simple encore? Il n'y aura pas besoin d'être à jeun. Il y a un tube spécifique pour le recueil du sang, mais l'acte de prélèvement, il sera comparable à d'autres actes qu'on fait au quotidien pour n'importe quel patient d'autres indications. Donc une simple prise de sang, mais cette prise de sang, on la fait n'importe où? Alors, on la fera dans les laboratoires du réseau SYNLAB, qui sont sur une bonne partie du territoire en France. Il y a quasiment 400 laboratoires en France qui seront accessibles à partir d'avril. Et c'est en trouvant un laboratoire de ce type-là que le patient pourra effectuer le test. Bon, si on n'a pas un laboratoire SYNLAB tout près de chez soi, il y a d'autres solutions. On peut... Alors, il y aura la solution la plus simple, c'est de prendre évidemment son véhicule ou le train et de se déplacer jusqu'à un laboratoire SYNLAB. Ouais. On démarrera de cette façon-là et on essaiera de trouver d'autres solutions pour les patients qui auront peut-être des difficultés à se déplacer, mais c'est toujours à mettre en perspective du parcours et du témoignage de Michel par rapport à plusieurs années d'errance diagnostique. Là, peut-être qu'il y aura des patients qui auront un effort d'1 heure ou de 2 heures de déplacement à faire, mais c'est ça l'effort qui sera demandé dans ce cas de figure. Alors, en combien de temps, les résultats? Et les résultats seront rendus et envoyés au médecin prescripteur, au psychiatre, dans le mois qui suit la prise de sang. C'est donc 4 semaines, 1 mois, 4 semaines pour avoir un diagnostic, enfin une réponse. Exactement, c'est le temps qui sera nécessaire pour faire l'analyse et pour l'envoyer au médecin. Et l'étape d'après, ce sera une nouvelle consultation pour l'interprétation du résultat par le médecin et l'annonce aussi qui sera faite au patient du résultat. Michel, quand on vous dit un résultat en 4 semaines, je vous vois... Je mets ça en perspective avec les 8 ans d'errance. C'est clair que ça aurait changé ma vie. Oui. On va y revenir. Que dit exactement le test, docteur Scherer, Alexandra Prieux? Le psychiatre, il a quoi sous les yeux?
Alors, il a un rapport d'analyse que Florian décrira probablement mieux que nous. Mais en gros, ce que dit le résultat du test, il dit le patient a un profil bipolaire ou il a un profil unipolaire. Mais cela dit, c'est un test d'aide au diagnostic. C'est fourni aux psychiatres. Mais Chantal, Jean-Philippe, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose pour que vous fassiez le diagnostic. Vous avez énormément d'autres informations qui ne sont pas dans le test. C'est tout ensemble qui fait le diagnostic. Des essais cliniques ont bien sûr été réalisés. Alexandra Prieux, que disent-ils? Bien sûr, des essais cliniques ont été réalisés. Alors, dans la phase de préparation que je vous expliquais tout à l'heure, un certain nombre sur des sujets variés, spécifiquement sur le trouble bipolaire et la dépression. Nous avons 2 études prospectives. La première a été faite en France en collaboration avec le CHU de Montpellier. La seconde, complètement indépendante, a été faite en Suisse avec un groupe de cliniques psychiatriques. Donc c'est ici une étude multicentrique. Et dans les 2 cas, nous avons pu montrer de très bons niveaux de performance, puisqu'on a à la fois une sensibilité et une spécificité qui sont supérieures à 80%. Docteur Scherer, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine, mais ces éléments-là qui ont été établis en collaboration avec les praticiens, c'est des éléments qui attestent en fait la performance du test. Et c'est important en fait de faire ce chemin ensemble. Donc une fiabilité assez formidable. Alors, on voudrait tous être à 100%. Je pense que si on pouvait être à 100%, ce serait fantastique. Après, je ne doute pas qu'en combinaison avec l'expertise des psychiatres, on arrive à des résultats que j'espère fantastiques et qui, j'espère encore plus, arriveront à avoir cet impact sur les patients, à changer leur vie, éviter 8 ans. Alors, le coût de MyEditB, c'est à peu près 900 €. Aujourd'hui, entièrement, pour l'instant, à la charge du patient. Alexandra Prieux, qu'est-ce qui justifie, on vient d'en parler un peu, mais qu'est-ce qui justifie quand même dans ce test ce coût? 2 choses. La première, c'est les plus de 10 années de recherche qu'il a fallu faire pour mettre au point ce test. La seconde, c'est la technologie. C'est des analyses qui restent encore très complexes. Dans les laboratoires de Synlab, on fait du séquençage de nouvelle génération et ce sont des technologies qui sont encore chères. Et si vous prenez par exemple un comparatif technologique, c'est-à-dire des tests qui utilisent des technologies similaires, et notamment on en a en oncologie, vous avez des tests qui très souvent sont à 1 000 ou à 2 000 €. Donc je vous dirais, c'est un petit peu la réalité du marché. Cela dit, nous, notre objectif, c'est avant tout d'aider un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'on a déjà commencé à travailler sur un remboursement. Professeur Chantal Henry, ce coût, vous le dites, il doit être mis en perspective avec tout ce dont souffrent les malades, tout ce qu'engendre cette maladie. Il y a, et ce diagnostic tardif surtout, il y a les hospitalisations. Le coût, il est avant tout humain. C'est le risque de suicide, les suicides malheureusement, la souffrance en fait, la souffrance de la personne, la souffrance de l'entourage. Ça, il faut être très clair. Et ensuite, les pathologies psychiatriques coûtent énormément d'argent en fait. Il y a une étude récemment qui a été publiée en 2017 ou 2018 et qui montre qu'en France en fait ça représente plus de 160 milliards d'euros par an, puisque ça touche en général des gens jeunes et ça va les toucher sur toute la vie, alors que beaucoup de pathologies somatiques vont se déclencher beaucoup plus tard. Donc le coût, c'est pas tant le coût direct, c'est-à-dire le coût des hospitalisations, de la prise en charge, mais c'est le coût indirect aussi qui peut être, qui est absolument énorme. Et puis vous parliez des traitements inefficaces qu'on donne, mais qui sont inefficaces. C'est-à-dire que c'est des traitements qui sont efficaces dans d'autres pathologies pour des dépressions, qui ne sont pas efficaces classiques. Mais voilà, la stratégie de toute façon, ça va être de faire quand on a un diagnostic de bipolarité, on sait qu'on va devoir prescrire dans un premier temps un régulateur de l'humeur qui va permettre de stabiliser. Et puis ensuite,
s'il persiste quelques fluctuations, on va pouvoir céder d'autres molécules, mais en tous les cas sous couvert toujours d'un régulateur de l'humeur et d'une prise en charge globale. Ce n'est pas juste uniquement donner évidemment des médicaments. C'est aussi extrêmement important parce qu'un patient qui va être stabilisé, une fois qu'il va aller bien, il va se dire mais je ne suis plus malade. Et donc le risque, et c'est ce qu'on voit à peu près tous les jours dans nos consultations, c'est un patient qui dit mais écoutez, je suis stable depuis 2-3 ans en fait, donc il remet en doute le diagnostic de bipolarité, et en général il veut arrêter, et donc ça pourra aussi nous aider à conforter, oui, mais le test vient renforcer en fait le fait que c'est pas juste un diagnostic clinique. Et dans toutes les spécialités médicales, bien sûr, on a une approche clinique, c'est-à-dire on fait un entretien, on détecte des symptômes et on s'appuie en général sur un examen complémentaire. Et pour la première fois en psychiatrie, on va pouvoir faire la même chose. Et puis, vous l'évoquiez, il y a toutes ces vies abîmées, bien sûr. Il y a les gens qui perdent leur emploi. Dans une récente étude, je crois que 44% des patients atteints de troubles bipolaires perdent leur emploi ou même abandonnent leurs études quand ils sont jeunes. Ils divorcent aussi. Voilà, il y a beaucoup d'études qui montrent effectivement cette perte de chance, où un étudiant qui débute une pathologie à 20 ans alors qu'il est en train de faire des études, il va être arrêté en fait dans son développement de vie personnelle, professionnelle, bien évidemment. Michel Lac, ce coût est presque 900 € de ce test. Quelle est votre réflexion là-dessus ? Au départ, on se dit le coût est très important, mais par rapport à ce que j'ai payé de ma vie pendant toutes ces années, est-ce que ça a coûté à ma famille, à mes amis, à beaucoup de gens ? Je crois que finalement, on peut faire un rapport du coût, c'est tellement utile, tellement important. Ça aurait été vraiment très utile pour moi, c'est important pour d'autres patients qui n'ont pas finalement cette chance. J'ai une sœur qui a mis 20 ans pour être diagnostiquée, qui a fait 2 tentatives de suicide. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on a envie de voir mis en place. Pour vous, ça n'a pas de prix. Non. Et puis, si il peut y avoir un remboursement, ce sera certainement le cas. Là, ce sera vraiment génial. On peut évoquer cette question du remboursement un jour. Bien sûr, on y travaille. Qu'est-ce qui peut être fait là-dessus ? Alors, qu'est-ce qui est fait déjà ? Surtout, qu'est-ce qui est fait ? Le processus de remboursement en France, il est extrêmement bien organisé. Il faut fournir des données à la Haute Autorité de Santé, des données qu'on appelle notamment d'utilité clinique pour montrer que ce test-là a bien un impact sur le patient. Parce que tout ce dont on parle ici, c'est-à-dire tout ce que ça aurait pu éviter, eh bien, la HAS demande que ce soit prouvé dans des études. Donc justement, nous avons monté un protocole d'essai clinique spécialement pour parvenir à ces preuves. Et nous sommes en train, notamment en collaboration avec le GHU, de mener, de débuter cette étude. Mais ça reste quand même malheureusement un processus au long cours, puisqu'il nous faudra plusieurs années pour faire cette étude et pour obtenir les résultats. Vous dites plusieurs années, on peut chiffrer ça ? Il y a une perspective, une échéance peut-être ? Je parlerai de 3 ans, mais sans vraiment pouvoir être plus précise que ça, notamment parce que nous ne sommes pas responsables de ce délai et nous ne le maîtrisons pas. Bon, c'est un espoir quand même que ce test un jour soit remboursé. En tout cas, tout ce qui peut être fait de notre côté est fait en ce sens. Docteur Jean-Philippe Lang, vous avez expérimenté ce test avec des patients. Comment ça s'est passé la première fois que vous l'avez prescrit ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux études. Voilà, donc déjà de pouvoir en parler aux patients, on voit qu'il y a une forte attente. Comment vous leur en parlez ? Parce que c'est tellement nouveau. Il y a la possibilité, dans le cadre d'une étude, de participer à ça, ou effectivement de pouvoir expérimenter ce test, et qu'à un moment donné, dans leurs questionnements, dans leurs inquiétudes, il y a moyen de savoir, d'un point de vue biologique, d'avoir une forte suspicion d'un élément de vulnérabilité important et conséquent, qui pourrait être utile pour eux, pour leurs proches,
pour nous en tant que thérapeute, parce que je pense que c'est un apport pour le thérapeute bien sûr, mais c'est aussi un apport important dans l'alliance thérapeutique et dans le partage avec une famille. Souvent, poser un diagnostic de trouble bipolaire, c'est un discours univoque posé par un psychiatre vis-à-vis d'un individu qui va devoir l'entendre ou pas, le partager ou pas, et tous ces espaces entre le thérapeute et le patient et ses proches vont être des éléments d'affrontement, de confrontation, voire à un moment donné de difficultés supplémentaires. Donc si cette alliance n'est pas réalisée, et si on ne parle pas de la même chose de la même manière, il y a une vraie perte de chance. Donc en tout cas, ça peut permettre une clarification pour tous, une alliance différente et un engagement différent dans le soin et des thérapeutes et des patients, parce que comme le disait Chantal, ce n'est pas juste une question de diagnostic et de médicaments, il y a toute une démarche de prise en soin, de psychoéducation, d'engagement du patient sur ses propres rythmes, son sommeil, sa sexualité, son alimentation, son activité physique, où effectivement il peut devenir aussi son propre thérapeute quand il a compris que cette pathologie, il pouvait malgré tout, avec l'aide de traitement et d'un soin, avoir la main dessus. Et quel est le profil, est-ce qu'il y a un profil type de patient pour lequel vous vous dites « ça, je vais lui prescrire » Il est évident que quand vous trouvez un jeune homme, une jeune femme, dans des premiers épisodes, avec des indices de bipolarité, avec des éléments d'incertitude, et puis avec une dépression modérée ou sévère, on va se dire, voilà, le risque qu'il peut y avoir, c'est que les thérapeutes décident de prescrire ce biomarqueur chez des gens qui ont déjà une histoire longue, où le bénéfice peut être finalement pas forcément là le plus intéressant et le plus rentable, alors que le plus pertinent va être sur les premiers épisodes dépressifs et au plus tôt. Donc on sait aussi quand on sort des médicaments, quand on sort des biomarqueurs, dans nos domaines, on va y mettre tout de suite nos patients les plus complexes et les plus difficiles et les plus compliqués, et peut-être à tort, parce que globalement ça va venir biaiser notre analyse et notre perception des choses. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire effectivement au plus précocement possible, au plus tôt sur les premiers épisodes, pour pouvoir faire que ce test soit le mieux utilisé, le plus pertinent. Et vous avez reçu, vous vous souvenez, quand vous avez reçu un résultat de ce test ? Oui, j'ai trois. Oui. Vous l'avez prescrit combien de fois ? Pour l'étude, et là, les choses, j'ai pas connaissance des éléments. Mais j'ai pu bénéficier. Et très clairement, les 2-3 situations où j'ai pu l'expérimenter ont de manière évidente apporté ce que ça devait apporter. Et comme le disait Michel, on ne peut pas imaginer la gratitude d'un patient dans ses yeux et dans son accompagnement et dans son suivi quand vous le soulagez d'une telle souffrance. C'est des gens qui, à vie, vous sont gré, enfin, sont là à vous dire, mais attendez, vous avez changé mon existence. Vous êtes intervenu dans ma vie et vous avez permis que ma vie tourne, que ma vie change. Et pour un patient, c'est énorme. Et en toute honnêteté, le coût là, pour beaucoup, n'a pas la même valeur que poser comme ça abruptement 900 €. Michel, quand vous entendez le docteur Blanc... Pour moi, le diagnostic, ça m'a sauvé ma vie. Ça m'a sauvé ma vie. Vous vous êtes dit quoi ce jour-là ? Qu'est-ce qui vous a sauvé, comme vous dites ? Ce jour-là, on arrive à mettre des mots. Mais c'est surtout le traitement qu'on met en place. Et quand on commence à aller mieux, c'est là qu'on se dit, ça y est, ça m'a sauvé la vie. Parce que le fait de mettre des mots, c'est super important. Mais aussi, on sait, en faisant confiance à un psychiatre avec qui on a une alliance thérapeutique importante, qu'il va savoir mettre en place un traitement. Donc, et à partir du moment où le traitement fonctionne, là, effectivement, on se dit, ça a changé ma vie. Et est-ce que le fait, je vous pose la question à tous, mais à vous peut-être psychiatre, est-ce que le fait que ça soit un test biologique qu'ils disent vous souffrez de troubles bipolaires, est-ce que ça peut, chez le patient, faire mieux accepter sa maladie plutôt qu'un avis Oui, bien sûr. Oui. Comment ? Je pense aussi qu'en fait, peut-être pas forcément pour moi qui était dans le domaine médical, mais le fait que ce soit une prise de sang, on va en parler tout simplement, on se dit finalement ma maladie c'est une maladie comme une autre. Et les gens vont se dire peut-être c'est une maladie comme une autre parce que la maladie mentale elle est un peu quand même cachée, c'est des maladies à part finalement, alors que ce sont des maladies
du cerveau, donc comme les autres, mais je ne sais pas si je me demande si c'est le fait que ce soit, on se dit tiens c'est un test médical, c'est de la médecine. C'est comme si on vous disait que vous aviez du diabète. Absolument. C'est un principe de réalité. Quand c'est un diagnostic de nez, de flair, comme dans notre métier pour beaucoup. Ça s'appelle un diagnostic clinique, j'en suis d'accord. C'est parce que j'ai un grand nez. Il faut que j'en use. Ça apporte un élément de réalité. Et ce qui est intéressant sur ce test, c'est qu'il va avoir un impact, quel que soit le résultat. Ça va optimiser notre engagement. Si c'est une dépression unipolaire, on va pouvoir traiter plus vite, plus fort, plus rapidement, sans cette crainte. Si c'est un trouble bipolaire de l'humeur, on va pouvoir aller dans les thymorégulateurs. Donc il y a aussi un gain de temps, un gain d'énergie. Parce que globalement, on y va, alors à l'hôpital un peu moins, en ambulatoire, on est très prudent, en consultation, où on va par des petites posologies, avec souvent des rendez-vous tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Donc automatiquement, ça prend du temps. Quand vous avez quelque chose qui éclaire le chemin et qui le rassure, les choses sont un petit peu différentes. Est-ce que, on ne sait jamais, mais un jour, est-ce que ce test pourra remplacer un diagnostic? Il y aura toujours, je pense, de toute façon, comme dans toute démarche médicale, en fait, quelles que soient les pathologies, il y a toujours un entretien clinique, un examen clinique, et donc la médecine passe par là. Puis on a un faisceau d'arguments, et là, on va avoir justement des arguments très concrets avec un test, comme quand on a un problème thyroïdien, oui, on a un cortège de symptômes qui va faire évoquer un diagnostic, par exemple, d'hypothyroïdie, et ensuite c'est confirmé par un test. Et puis peut-être qu'à terme, on aura cette voie, ouvre beaucoup de choses, beaucoup de voies de recherche aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des facteurs prédictifs de réponse au traitement aussi, c'est-à-dire que, voilà, au-delà du diagnostic, il y a d'autres perspectives aussi qui s'ouvrent, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, on aura des profils de dépression qui pourront, des biomarqueurs qui pourront nous dire il faut mieux prescrire cet antidépresseur que celui-là. Et en complément de ce que dit Chantal, savoir aussi à un moment donné si les gens sont susceptibles de virer ou non maniaques est aussi une manière intéressante dans une deuxième étape. Savoir est-ce que s'il y a une bipolarité ou non, et s'il y a une compétence ou une vulnérabilité à virer maniaque, oui ou non, c'est deux arguments en termes de pronostic de la maladie et d'agilité et d'engagement de traitement qui sont très importants. Oui, Alexandra Prieux. Alors, je ne crois pas une seconde que ce test va remplacer les psychiatres. D'ailleurs, il n'a jamais été question, puis il n'a pas du tout été fait pour. C'est l'IA qui va remplacer les psychiatres. J'y crois pas non plus. Mais en revanche, on le voit dans certaines spécialités, en psychiatrie notamment, et puis il y a la France et il y a le reste du monde, qu'on n'a pas assez de psychiatres. Et donc, à moyen terme, moi je pense aussi à tous les gens qui n'ont pas forcément un spécialiste accessible. Et si ce type de test peut aussi permettre d'aider des gens qui n'ont pas accès à des spécialistes, ce serait aussi un apport énorme. Oui, absolument. Les psychiatres, ils vont s'emparer de ce test, parce que là, vous êtes engagés à fond. Mais est-ce qu'il peut y avoir des réticences ? Et lesquelles ? Il y a toujours des réticences quand il y a une nouveauté, de manière générale, en fait. Mais c'est la nature humaine. Mais je pense qu'on a tellement de difficultés. Alors, moi, je vois souvent des patients qui me sont adressés par des collègues psychiatres. C'est des consultations d'avis, effectivement, dont il y a une nécessité énorme à confirmer en diagnostic Parfois, certains psychiatres ne sont pas à l'aise, effectivement, et envoient à un collègue pour dire, voilà, moi je suspecte là une bipolarité, mais je ne suis pas sûre, est-ce que voilà, vous pouvez essayer de conforter ce diagnostic? Donc là, ça rendra les choses plus faciles. Tout à l'heure, Jean-Philippe disait, il faut voir dans ces cas-là, en fonction, le fait qu'on ne sache pas si c'est un patient unipolaire ou bipolaire, il va y avoir des stratégies différentes, et puis on va devoir voir le patient de manière très fréquente. Mais ce que tu dis, dans la vraie vie, ça n'existe pas partout, parce qu'il n'y a pas suffisamment de psychiatres, et donc parfois on a des patients qui sont suivis une fois tous les 3 mois, et c'est pas mal, malheureusement on en est là. Vous parliez, Jean-Philippe Lang, tout à l'heure de cette collaboration avec le patient qui peut être très améliorée grâce à ce test. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que le patient peut améliorer quand il a la certitude de souffrir de cette maladie? Sa confiance dans le diagnostic que l'on porte et sa confiance dans le traitement qu'on va lui prodiguer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un traitement que l'on donne a priori à vie, et c'est pas simple.
Donc c'est un vrai... Il y a quelque chose d'un mariage, il y a quelque chose d'un engagement. Annoncer une pathologie chronique longue, c'est quand même pas anodin. L'accepter, c'est quand même très compliqué. Donc tout ce qui va faire qu'on va simplifier ce message, le renforcer en confiance et l'optimiser en alliance est très bienvenu. Parce qu'effectivement, ça va simplifier les échanges, ça va simplifier les discussions, ça va permettre aussi des échanges courts par téléphone, par téléconsultation. À partir du moment où les choses sont souples et les gens ont confiance, il y a des choses qui peuvent être faites dans des temps réduits. Ce qui peut faire perdre du temps, c'est de discuter du diagnostic, c'est d'arrêter les changements, c'est d'arrêter les traitements, de changer les traitements, de les recommencer. Là, il y a une perte de temps assez importante. Donc, avec les proches aussi, avec les proches, est-ce que ça peut changer le regard Oui, parce qu'ils sont les premiers sentinelles, ils sont les premiers accompagnants. Il y a une manière de communiquer, de travailler, de repérer. Il y a aussi des règlements intérieurs ou internes qui peuvent être posés sur si je crie alerte, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu m'écoutes, il y a tous ces éléments qui vont permettre de... Est-ce que les proches peuvent être reçus par le psychiatre? Est-ce que les proches peuvent alerter le psychiatre? Est-ce qu'on peut être des sentinelles? Tout ça, c'est important. C'est ce qui va gagner du temps de souffrance, gagner du temps de vie, éviter les suraccidents, éviter les catastrophes et finalement protéger tout le monde. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on a parlé beaucoup du coût de MyEditB, mais après, les traitements que l'on met en place ne coûtent rien, ou quasiment rien en fait en psychiatrie, contrairement à certaines pathologies. Donc, si on regarde bénéfice-risque, puis pour mettre en place des traitements qui fonctionnent, qui vont permettre de changer des trajectoires de vie, non seulement de la personne qui souffre, mais aussi de l'entourage. C'est bien ce que vous nous avez... Enfin, c'est ce qu'on peut constater, effectivement. Donc voilà, bien évidemment, il faut quand même faire tout ce qui est en notre possible pour avoir accès à un remboursement. Mais je veux dire que voilà, on a aussi accès à des médicaments qui fonctionnent et qui, pour le coup, ne sont pas très chers. Et pour compléter ce que dit Chantal, on voit aussi que dans notre spécialité, ça fait comme un certain nombre d'années que des nouveaux médicaments, des nouveaux modes de traitement sortent peu. Et que globalement, on peut se demander où peut être aujourd'hui l'élément de progrès dans ce domaine-là, sans doute dans le soin du patient vis-à-vis lui-même, sa nutrition, sa micronutrition, un certain nombre de choses, son activité physique adaptée, mais peut-être qu'effectivement, les éléments de progrès maintenant sont dans le registre du diagnostic, des biomarqueurs, pour arriver à utiliser au mieux des médicaments qui sont efficaces, mais dans le domaine où ils vont l'être. Et ça, je pense que c'est aussi une manière d'envisager les choses. Et puis quand on traite quelqu'un avec un antidépresseur au long cours alors qu'il est bipolaire, le risque, c'est d'aggraver sa pathologie et notamment de déclencher des cycles rapides. Comme je vous disais, il y a des patients qui déclenchent des épisodes tous les 3 ans, mais certains vont avoir plus de 4 épisodes par an. Et ça, c'est favorisé par les antidépresseurs au long cours. Et ça, c'est vraiment très compliqué à traiter après. Donc, on peut aggraver la pathologie. Vous avez... Voilà. Ça a été votre cas, Michel. Vous aviez plusieurs épisodes par an. J'étais à cycle rapide, effectivement, et peut-être que c'est parce que j'ai eu des antidépresseurs au long cours, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est le risque. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au lien avec le praticien. Le problème, c'est que quand le diagnostic n'est pas posé, le patient, il y a un moment donné, il ne fait plus confiance à son praticien, alors que ce n'est pas le praticien qui a un problème. Enfin, je veux dire, l'alliance thérapeutique peut être pas bonne pour d'autres raisons, dans la psychothérapie, mais le fait, et du coup, on perd patience. Moi, j'ai changé de psychiatre plusieurs fois. Ça vous est arrivé, vous? Ah oui, ça m'est arrivé. Mais c'est pas parce que je faisais pas confiance, c'est parce que ça n'allait pas, tout simplement. Et alors, on se dit, mais finalement, peut-être quand même, on se dit, mais finalement, ça marche pas. Donc, en tout cas, ça fonctionne pas avec ce praticien, et donc je vais changer. Donc, ce test-là, ça améliorait les choses. Il n'y a rien de pire pour un patient, je pense, d'entendre un médecin qui disent on va essayer ce traitement. C'est terrible, ça. C'est-à-dire on a l'impression que le médecin tâtonne en disant voilà. Donc si on repose sur un diagnostic qui va conforter... Parfois, des psychiatres ont du mal à poser le diagnostic, effectivement, de bipolarité. Même des psychiatres, quand ce n'est pas des pathologies avec des épisodes d'exaltation sévères. Et donc, ils peuvent tâtonner et ça ne met pas en confiance. Et ça, ce test, vous, psychiatre, ça va vous... quelque part, vous rassurer. Ou c'est pas le bon mot? Vous assurez. Bien sûr, c'est un élément dans votre diagnostic.
Oui, bien évidemment. Alors, bon, peut-être qu'il y a un petit biais chez nous, parce que moi, je suis très spécialisée dans les troubles bipolaires, donc j'ai l'habitude de traquer les mondes symptômes, les indices de bipolarité, etc. Parce que, bon, je fais ça un peu toute la journée. Mais pour un psychiatre qui a moins l'habitude. Mais qui a moins l'habitude, et notamment ces psychiatres qui demandent justement ces consultations de recours à des gens qui sont un petit peu plus spécialisés, c'est-à-dire qui connaissent... Spécialisés, ça veut dire qu'on connaît un peu moins le reste, hein, mais en tous les cas... Effectivement, alors qu'il peut y avoir embouteillage sur ces consultations de recours, ça peut déjà... Edith B va rendre service à des gens qui sont un petit peu moins à l'aise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand quelqu'un est mal à l'aise avec quelque chose, à un moment donné, il va arrêter de le chercher. Il n'y a rien de pire pour un thérapeute que de trouver quelque chose et de ne pas savoir quelle réponse il va y donner. Donc à un moment donné, il va faire comme si c'était pas et décider de s'occuper de quelque chose dans lequel il est plus compétent. Donc c'est aussi un outil de modification des pratiques, c'est aussi un outil d'optimisation des soins. Si effectivement quelqu'un peut très rapidement avoir une orientation qui puisse, avec des guidelines extrêmement prescrits et précis dans ce cadre-là, ça peut effectivement faire qu'un certain nombre de thérapeutes vont pouvoir assumer un peu plus d'éléments de complexité et des patients en difficulté qu'ils ne font parce qu'il y a quelque chose qui rassure et qui assure. Vous parlez quand même d'une révolution. Ah, clairement, oui. Docteur. Alors, rien à redire, pareil. D'une grande innovation. Alexandra Prieux, vous parlez de quoi, vous ? C'est peut-être plus compliqué pour moi d'utiliser le terme révolution, parce que Edith B, c'est ma vie depuis des années et des années. Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis très contente, en fait, cette innovation qu'on a portée, de voir, en fait, qu'on a des patients et des psychiatres qui se l'approprient et qui vont l'utiliser à leur façon pour leurs besoins. Et voilà, c'est une nouvelle étape du développement du test. Je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce qu'on a réussi à bien adresser un besoin. Donc bien sûr, on a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur le remboursement. Mais je pense que notre enfant, Edith B, je suis contente qu'il aille vivre sa vie ailleurs. Docteur Scherer ? Non, une étape importante, qui est en intérêt de patient. Et c'est vrai que voilà, on se dit qu'on a finalement un outil de plus. Et que nous, on puisse aussi aider les praticiens en ce sens. Voilà, on est ravis d'aller dans cette direction. Donc, c'est une étape, c'est une date importante, vraiment. On va vous donner la parole, Michel Lac, pour clore cette table ronde. Ça aurait changé la donne pour vous ? Certainement, ça aurait changé ma vie. Hein. Enfin, pas ma vie entière, mais disons que ça aurait changé la donne. Ça m'aurait permis de ne pas vivre toutes ces années de souffrance, de la faire vivre à tout le monde. D'avoir des impacts, tous les impacts dont j'ai parlé déjà. Donc, votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Quand j'ai annoncé ça à ma sœur, qui est médecin en plus, elle m'a dit, moi, ça m'aurait permis de ne pas avoir 25 ans d'errance diagnostique et 2 tentatives de suicide. Elle a dit, c'est génial. Voilà. On l'entend avec vous tous, donc c'est vrai, ce test, c'est très certainement une chance. Alors, je crois que la meilleure façon, c'est d'en parler à son médecin. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver cette vidéo sur le site internet sidnlab.fr et alcediag.fr. Et puis, bien sûr, des brochures d'informations pour les médecins seront disponibles. Et puis, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous.